Alors bonjour et bienvenue pour ce webinaire présenté par le projet Better. Alors je pense que nous avons un public exclusivement constitué de femmes aujourd'hui pour aborder le sujet de la grossesse et du diabète de type 1. Et j'ai l'honneur pour aborder ce sujet d'accueillir Dr Patricia Lemieux, qui est endocrinologue au CHU de Québec à l'Université Laval depuis 2020. Elle s'est spécialisée en endocrinologie de la grossesse à Calgary et elle nourrit un fort intérêt pour le diabète de type 1 et l'intégration des technologies innovantes dans la gestion de cette condition. Donc, bienvenue tout le monde. Juste pour rappel, avant que Docteur Lemieux commence sa présentation, vous pouvez en fait, durant toute la présentation, poser vos questions. Pour cela, je vais vous demander d'utiliser la fonction Q&A, la question-réponse en fait du Zoom. Et on prendra un moment à la fin de la présentation pour y répondre. Aussi, je précise que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée et que donc dès demain, je pense, ou en tout cas dès la fin de la journée, la rediffusion sera accessible sur notre site Internet. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne présentation et bienvenue, Docteur Lemieux. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Sarah. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être présente aujourd'hui là, pour le webinaire là, sur la grossesse et diabète de type 1. Ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet là, que j'aime beaucoup, puis dont je me suis spécialisée là, lors de ma formation complémentaire. Donc, à Québec, ici, là, je fais beaucoup de grossesse et de diabète de type 1. Fait que ça me fait plaisir de vous en parler aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, les objectifs aujourd'hui là, pour la présentation. Donc, je voulais jaser avec vous là, de discuter de la préparation d'une grossesse là, chez les patientes qui vivent avec un diabète de type 1, de revoir la prise en charge du diabète là, de type 1 pour la grossesse, donc durant la grossesse et l'accouchement, puis de discuter brièvement de la prise en charge là, du diabète en postpartum. Donc, pour la préparation de la grossesse, c'est un volet là, super important là, de planifier. Chez la plupart des patientes là, en âge de procréer qui songent à une grossesse là, éventuellement, ben, c'est sûr que quand on pense à grossesse puis diabète de type 1, on pense à des risques, on pense à des risques de complications, on pense à, tu sais, parfois ça peut gêner beaucoup d'anxiété, on a beaucoup de craintes par rapport à ça, de ce qui est véhiculé, de ce qu'on entend, du contrôle de glycémie plus strict qui est requis, les risques de complications. Fait que des fois, de préparer la grossesse puis d'en parler, c'est vraiment quelque chose qui peut aider à démystifier puis à mieux comprendre comment ça va se passer, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi en préparation de la grossesse là, pour diminuer ce risque de complications-là. C'est super important, puis ça peut vraiment aider, comme je dis, à démystifier le tout, là, puis à mieux s'y préparer. Donc, pour la préparation de la grossesse, c'est quoi que ça implique, puis un petit peu, qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? Bien, comme je viens de mentionner, c'est super important de planifier la grossesse. Fait que moi, je vous encourage fortement que si c'est un projet à court ou à moyen terme, même si c'est à moyen terme, d'en parler avec votre équipe médicale puis avec votre médecin, là, endocrinologue, qui vous suit pour un petit peu justement de discuter, bien, je peux m'attendre à quoi? Qu'est-ce que je peux faire à l'heure actuelle ou quand je vais vouloir, quand je vais être rendue là? Pour mieux préparer puis mieux planifier, c'est super important. Parce on va le voir au courant de la présentation. C'est super important le contrôle des glycémies durant la grossesse, mais c'est très important, tout aussi important en fait, le contrôle des glycémies avant de tomber enceinte, là, avant la conception. L'idéal, c'est vraiment, là, comme vous connaissez, là, peut-être l'hémoglobine glyquée, la plupart d'entre vous, donc le reflet des taux de sucre des 3 derniers mois qu'on a sur la prise de sang. Fait que vraiment, qu'est-ce qu'on essaie de viser, c'est que ce chiffre-là là, soit en bas de 7%, même idéalement 6,5%. Fait que c'est une prise de sang qu'on peut faire pour documenter le contrôle, puis vraiment essayer d'avoir le meilleur contrôle possible avant la grossesse, dans le but vraiment de diminuer le risque de fausse couche et de malformation là, congénitale chez bébé. On sait que plus le contrôle est meilleur avant la grossesse, plus ces risques-là sont diminués. On va y revenir un petit peu plus tard, mais en pratique une hémoglobine glyquée à 7% pour celles qui utilisent des capteurs de glycémie en continu, qui est quand même rendu assez fréquent là, dans la population des diabétiques de type 1. Un chiffre d'hémoglobine glyquée de 7% va équivaloir à un temps dans la cible. Quand vous regardez sur votre capteur, le temps passé
plage cible entre 3,9 et 10, à peu près 70% là, dans cette plage cible-là. Fait que c'est également ce que je vais viser chez mes patientes là, que je vais voir là, qui veulent tomber enceinte. Qu'est-ce qu'on fait, moi, quand je vois une patiente pratico-pratique dans mon bureau qui me parle de grossesse, puis qui est vraiment rendue là, qui veut tomber enceinte, qui a le contrôle requis, ben, on va revoir la médication, s'assurer qu'on ne doit pas arrêter là, des médicaments qui ne seraient pas sécuritaires par la grossesse. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est des médicaments pour le cholestérol, par exemple, des médicaments pour la protection des reins. C'est des médicaments que généralement, on ne peut pas continuer enceinte, donc on va voir si on peut les arrêter là, à l'heure actuelle en vue de la grossesse. On va suggérer à la patiente de débuter un supplément d'acide folique. C'est quelque chose quand même qui est connu dans la population générale. Fait qu'on va recommander une dose d'1 milligramme. C'est un médicament qui se trouve en vente libre là, à la pharmacie. Idéalement, on va suggérer de commencer ça là, 3 mois avant de tomber enceinte. Fait que même quand on pense à une grossesse, de commencer ça. Puis on va suggérer de le continuer là, au moins pour le premier trimestre de la grossesse. Donc jusqu'à 12 semaines à peu près. Si la patiente, on n'a pas déjà d'un capteur de glycémie en continu, ceux disponibles actuellement sur le marché au Canada, on a le Freestyle 2 et le Dexcom, soit le G6 ou le G7. Je vais fortement encourager mes patientes à débuter l'utilisation d'un capteur de glycémie en continu, si pas déjà fait. Je vais en parler un petit peu plus loin, mais ça a des bénéfices prouvés là, en grossesse. C'est vraiment plus facile de documenter les glycémies. Donc, je vais le recommander là, en vue d'une grossesse. Autre chose qu'on va vouloir faire avant de tomber enceinte, c'est s'assurer que le dépistage des complications du diabète est à jour. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la première chose d'avoir un examen de la vue, soit en clinique d'optométrie ou soit via l'ophtalmologiste pour être sûr que l'examen le plus récent là, a été fait. On va aussi vouloir vérifier la fonction des reins, donc avec un test d'urine et une prise de sang pour s'assurer que tout est correct à ce niveau-là. S'il y a des complications connues du diabète, bien sûr, il y a certaines patientes qui veulent tomber enceintes et qui ont une rétinopathie, qui est une atteinte de l'œil avec le diabète ou une atteinte des reins, ben, ça va être à discuter individuellement. C'est sûr que la grossesse peut augmenter le risque que ces complications-là s'aggravent un peu, mais je ne voulais pas rentrer là-dedans comme c'est très différent d'une personne à l'autre. Ça va être vraiment à discuter individuellement avec votre médecin. Ça ne veut pas dire que c'est une raison de ne pas tomber enceinte, c'est juste que ça vaut la peine d'en discuter pour savoir un petit peu à quoi s'attendre là, de ce côté-là. En grossesse, donc là, on s'est préparé, la patiente est tombée enceinte, on a optimisé tout ce qu'on peut avant de tomber enceinte. Donc, qu'est-ce que je vais faire là, lorsque la patiente va venir à mon bureau pour un suivi de grossesse? Bien, la plupart du temps, tous les centres, la plupart, du moins, je ne vais pas parler pour tous, là, mais la plupart des grands centres ont vraiment une clinique de diabète de grossesse. Fait que c'est là que les patientes vont être suivies. On va recommander l'aspirine qui va être débutée entre la 12e et la 16e semaine de grossesse. Fait que toute patiente qui a un diabète de type 1 va avoir une recommandation de débuter 2 comprimés d'aspirine au coucher dans le but de prévenir la prééclampsie. C'est quoi la prééclampsie? C'est de la haute pression qui va généralement apparaître là, vers la fin de la grossesse, accompagnée d'une atteinte des reins. Les patientes diabétiques ont plus de risques d'avoir de la prééclampsie. Fait que le but de donner de l'aspirine, ça va être vraiment de diminuer ce risque-là pour en plus tard en grossesse. Fait que ça, votre médecin là, va vous en parler. Ça ressemble à quoi un suivi de diabétique de type 1 enceinte? Il va y avoir 2 suivis principaux. Le premier, ça va être vraiment avec le suivi du médecin qui va suivre bébé, fait que vraiment la grossesse en tant que telle. Généralement, on va recommander le suivi en grossesse à risque élevé, qu'on appelle communément GAR. Peut-être que vous avez déjà entendu. La plupart des grands centres vont avoir le GAR. Donc, c'est vraiment via un suivi là, avec un médecin qui fait de l'obstétrique, vraiment spécialisé pour les accouchements. Ça va nécessiter des échographies plus fréquemment durant la grossesse. Les patientes qui n'ont pas de diabète, parfois, peuvent avoir 1 ou 2 échographies durant la grossesse. Pour les patientes diabétiques de type 1, là, ça va être des échographies plus fréquentes, là, même aux 4 semaines, là, plus tard, là, vers la deuxième moitié de la grossesse. Fait que ça, c'est plus pour le suivi pour bébé. Le suivi pour la patiente qui a le diabète de type 1, ça va être vraiment un suivi via la clinique de diabète de grossesse. Donc, c'est vraiment un suivi multidisciplinaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il va y avoir l'infirmière de diabète, qui est vraiment une infirmière attitrée là, à la clinique de diabète de grossesse. Il va y avoir la nutritionniste et il va y avoir le médecin. Endocrinologue ou interniste, ça dépend des centres au Québec, mais il va vraiment avoir le médecin qui va être spécifique au suivi du diabète là, pour la durée de la grossesse. Ce n'est pas nécessairement le même médecin qui vous suit dans la vie de tous les jours là, pour le diabète de type 1, parce qu'il y a vraiment souvent une équipe de quelques médecins qui font vraiment le suivi là, du diabète de grossesse.
Quand je vais voir mes patientes là, enceintes qui ont un diabète de type 1, l'infirmière et moi, on va faire vraiment une revue là, des choses, là. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre durant la grossesse? Je vais y revenir dans mes prochaines diapositives là, au niveau des glycémies. Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui va se passer? À quoi je peux m'attendre? L'infirmière va vraiment revoir le traitement de l'hypoglycémie. Dans le fond, les hypoglycémies, surtout vers le début, là, la première moitié de la grossesse, peuvent être un petit peu plus présentes et plus fréquentes. Donc, vraiment s'assurer que la patiente comprend bien comment traiter et aussi prévenir l'hypoglycémie sévère. Fait vraiment s'assurer que la patiente a du glucagon, qui est maintenant généralement prescrit sous forme de Baqsimi, le spray là, intranasal, sait comment s'en servir, s'assure que les gens autour d'elle qui vivent avec elle savent comment s'en servir au besoin. Ça ne veut pas dire que grossesse est associée avec une hypoglycémie importante, mais c'est juste d'être préparé à ça pour pouvoir y faire face là, si ça arrive. On va aussi discuter de la prévention de l'acidocétose. Je vais revenir dans la prochaine diapositive. L'acidocétose, c'est une complication qui peut arriver quand on produit trop de cétone, qui est un acide, et la grossesse peut être un facteur de risque pour l'acidocétose. Donc, on va vraiment vouloir éduquer les patientes pour s'assurer qu'elles comprennent c'est quoi puis quoi faire. Donc, je vais le revenir dans la prochaine diapositive. Comme je disais aussi, on va revoir les cibles glycémiques. Qu'est-ce que ça prend comme contrôle durant la grossesse? À quoi qu'on peut s'attendre? Donc, j'y viens tout de suite aux cétones. Donc, les cétones, c'est quelque chose qu'on apprend. En diabète de type 1, souvent qu'on a le diagnostic qui est répété de temps en temps, mais souvent, c'est quelque chose qui est oublié par les patients qui ont un diabète de type 1. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on mesure fréquemment, mais quand on est enceinte, on va vraiment s'assurer que ces notions-là sont à jour pour que la patiente puisse savoir quoi faire. Donc, c'est quoi une cétone? C'est une substance acide qui est produite lorsque le corps doit transformer les graisses pour produire de l'énergie. Normalement, on utilise le sucre pour produire de l'énergie, mais si on n'est pas capable d'utiliser le sucre parce qu'il manque d'insuline dans le corps, bien, on doit utiliser les graisses, puis ça forme un déchet qui s'appelle les cétones. Quand on a une quantité importante de cétones, ça a un risque d'acidocétose diabétique. Puis ça, c'est une condition qui peut être dangereuse pour maman et bébé. Fait qu'on veut vraiment essayer que ça n'arrive pas. Les cétones peuvent se développer plus rapidement en grossesse, même avec des glycémies plus basses. Classiquement, on apprend souvent que les cétones se développent à des glycémies euh, plus élevées, ce qui est vrai, mais en grossesse, ça peut arriver plus tôt. Fait que c'est pour ça qu'on veut vraiment éduquer nos patientes pour qu'elles savent quoi faire avec ça. Fait que c'est quand c'est requis de vérifier des cétones. Ben, premièrement, comme vous le savez peut-être, les cétones, là, ça se mesure via le glucomètre, mais une bandelette spécifique. Fait qu'au lieu d'avoir une bandelette de glycémie, c'est vraiment une bandelette spécifique pour mesurer les cétones qu'on va mettre dans le glucomètre puis qui va nous donner un chiffre. Je ne revise pas toute la prise en charge parce que si vous avez des questions spécifiques à ça, vous pourrez en discuter avec votre médecin, mais c'est vraiment avec la bandelette de cétone. Fait qu'en début de grossesse, je vais m'assurer que toutes mes patientes ont des bandelettes de cétone puis savent comment les utiliser. Je le recommande surtout quand les jours de maladie, donc on fait de la fièvre, nos glycémies sont plus élevées, on va moins bien. Quand les glycémies sont élevées, plus de 20 ou de façon répétée, le plus que 10-15, puis que ça ne redescend pas, je vais recommander de vérifier les cétones. Puis bien sûr, s'il y a des vomissements, parce que ça peut être un signe là, que des cétones. Bien sûr, la grossesse peut amener des vomissements, mais je recommande de le vérifier là, plus fréquemment dans ces conditions-là. C'est quoi les risques d'un diabète mal contrôlé durant la grossesse? Ça, c'est vraiment une question qui revient. C'est quelque chose que les patientes, on entend souvent les risques de complications avec le diabète. Oh, je vais être une grossesse risquée. Est-ce que je peux tomber enceinte? Fait que c'est sûr que tous les risques que je vous énumère là, puis ça a l'air bien impressionnant dit comme ça, mais c'est sûr que c'est vraiment des risques qui sont associés avec un diabète qui est plus mal contrôlé. Le risque est plus grand avec des glycémies qui sont moins bien contrôlées. Mais c'est quoi les risques d'un diabète de type 1 durant la grossesse? C'est un risque augmenté de fausse couche avant 12 semaines. J'en ai parlé tout à l'heure. Ce risque-là peut être fortement diminué si on maintient un bon contrôle des glycémies avant la grossesse. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de planifier la grossesse pour s'assurer d'avoir un contrôle qui est adéquat, même avant de tomber enceinte. Le risque de malformation congénitale, même chose. Ce risque-là est vraiment diminué avec un bon contrôle avant la grossesse. Le risque de prééclampsie, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un risque de haute pression là, plus vers la fin de la grossesse. D'accouchement prématuré, donc avant 37 semaines. Un risque plus augmenté d'avoir une césarienne, d'avoir des bébés de plus gros poids. C'est parfois, on voit ça souvent avec des diabètes de type 1, là, que le bébé est de plus gros poids à la naissance. Ça augmente aussi le risque que bébé fasse des hypoglycémies, donc des baisses de sucre à la naissance.
Ça augmente le risque de morti-naissance, un événement terrible qu'on veut prévenir, évidemment, bien sûr. C'est un risque qui demeure quand même très faible. Et progression de la rétinopathie. Donc, la rétinopathie, c'est l'atteinte du diabète là, au niveau des yeux. Donc, une patiente qui en a déjà une à la base, ça peut progresser durant la grossesse. Ce risque-là, on en a parlé, ça, il y en a beaucoup, mais comme je le dis, il y a une grande diminution de ces risques-là avec une amélioration puis un bon contrôle des glycémies durant la grossesse. C'est pour ça qu'on va faire un suivi fréquent, qu'on va suivre les patients diabétiques de type 1 en clinique de diabète pour qu'on puisse faire des ajustements fréquents puis garder un bon contrôle de glycémie pour pouvoir vraiment diminuer ces risques-là. Puis je vous rassure quand même que la plupart des patientes que je suis qui sont diabétiques de type 1, ça se passe très bien dans la majorité des cas. C'est quoi les cibles de glycémie qu'on va vouloir viser chez une patiente qui est enceinte? Premièrement, je le répète, c'est recommandé d'utiliser un système de surveillance de glucose en continu, donc les capteurs qu'on connaît, durant la grossesse. Je vais revenir, mais ça diminue le risque, ça améliore le contrôle des glycémies. C'est quoi nos cibles? À jeun, ça va être en bas de 5,3. Une heure après le début du repas, ça va être en bas de 7,8. Et 2 heures après le début du repas, en bas de 6,7. C'est les cibles qu'on recommande, mais comme honnêtement, je pense que 99% de mes patientes qui sont enceintes avec un diabète de type 1 ont maintenant un capteur, là, c'est vraiment l'exception. Donc, on va peut-être moins parler des cibles à proprement dites comme ça, mais plus de temps dans la cible sur le capteur que je vais revenir là, dans quelques diapositives. Puis on va tenter de viser une hémoglobine glyquée moins de 6,5 idéalement moins de 6,1 durant la grossesse. Ça peut faire peur comme chiffre, mais il faut quand même comprendre que l'hémoglobine glyquée, de façon normale, diminue un peu en grossesse avec tous les changements qui se passent. Donc, le chiffre diminue de façon là, normale en grossesse de base. Donc, j'arrive aux cibles de glycémie là, chez les patientes qui vont avoir des capteurs. Donc, c'est une diapositive que je trouve bien intéressante. À gauche, ici, c'est vraiment le contrôle qu'on suggère chez quelqu'un qui aurait un diabète de type 1 en dehors de la grossesse. Donc, la fameuse plage verte que vous pouvez voir là, dans votre rapport de capteur, que je vous encourage fortement à connaître. Donc, normalement, quand une patiente n'est pas enceinte, on va viser une plage cible de glycémie entre 3,9 et 10. On va suggérer que la patiente et le patient, parce que c'est hors grossesse, passe plus de 70% de son temps dans cette plage cible-là de grossesse. Quand on est enceinte, donc on a le carré ici, on suggère qu'on change de cette plage cible-là. Je vous ai dit tantôt qu'en grossesse, on visait un contrôle de glycémie plus sévère. Donc, au lieu de 3,9 à 10, on va mettre 3,5 à 7,8, donc une plage cible qui est plus serrée. Puis on va recommander aux patientes, on va essayer de viser un 70% dans cette plage cible-là de glycémie plus serrée. Ce n'est pas nécessairement facile à atteindre, mais c'est ce qu'on va travailler ensemble à la clinique de diabète pour essayer de viser 70% dans la plage cible entre 3,5 et 7,8. Et il ne faut pas se décourager. C'est pas vrai que toutes mes patientes ont 70% toute la grossesse, pas du tout. Mais même si on a un 50%, moi, je vais encourager, puis je vais dire, on va essayer d'augmenter un 5% à la fois parce que même une augmentation de 5% dans la plage cible en vert peut diminuer les risques de complications pour vous et votre bébé. C'est pas 72% tout va bien, puis 67 complications. C'est vraiment un continuum. Fait que plus on s'approche de cette cible-là, plus on réduit les risques de complications. Fait que c'est vraiment ça qu'on va travailler ensemble ou avec votre médecin, bien sûr. Fait que c'est quoi les bénéfices d'utiliser la surveillance du glucose en continu, ce qu'on appelle communément un capteur en grossesse? Bien, selon les lignes directrices, là, nos lignes directrices à nous de Diabète Canada, chez les femmes enceintes qui ont le diabète de type 1, le capteur, bien, la surveillance continue du glucose en temps réel, il recommande de l'utiliser pour augmenter le temps dans la plage. Fait que la plage, ça veut dire la plage verte que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pour améliorer les glycémies, pour diminuer le temps au-dessus de la plage, donc diminuer le temps en hyperglycémie. Et aussi, qu'est-ce que ça a prouvé, les capteurs? C'est que ça diminue le risque d'avoir un bébé avec un poids augmenté à la naissance. Ça diminue le risque que le bébé fasse des hypoglycémies à la naissance. Et ça diminue le risque de séjour aux soins intensifs pour bébé. Fait que c'est quand même des données super intéressantes. Fait que, comme je vous disais, autant avant de tomber enceinte qu'enceinte, je vais fortement recommander l'utilisation d'un capteur. Excusez-moi.
Le seul capteur actuellement approuvé en grossesse au Canada, c'est le Dexcom. J'ai quand même des patientes qui utilisent le Freestyle. Je vais pas, ça reste un capteur qui est adéquat, qui n'a pas l'approbation, que des fois, je trouve qu'il surestime un petit peu plus les hypoglycémies. Donc, je trouve qu'il y a plus de valeurs basses au capteur alors qu'elles ne sont pas réellement. Mais le seul qui est approuvé actuellement au Canada, c'est le Dexcom. Et le site qui est sur le corps, qui est indiqué pour le capteur, le port du capteur en grossesse, c'est vraiment l'arrière du bras. Ça ne veut pas dire que d'autres sites ne peuvent pas être utilisés, mais c'est lui qui a vraiment l'indication là, pour la grossesse là, en arrière du bras. Comment analyser ces glycémies? Dans le fond, il faut comprendre que durant la grossesse, euh, vous allez avoir des suivis fréquents avec le médecin, soit je vais dire l'endocrinologue, mais je comprends que dans certains milieux, ça peut être un interniste. Donc, mais vous avez beau parler à votre médecin au téléphone ou à des rendez-vous présentiels à chaque 2 semaines, 3 semaines, on va voir dans les prochaines diapositives que les changements en insuline peuvent survenir beaucoup plus rapidement que ça. Fait que moi, là, je vais vraiment encourager mes patients à essayer d'être proactifs puis de gagner confiance là, pour regarder leurs données puis essayer de faire des changements de leur côté entre les rendez-vous, parce que le but, c'est toujours de garder le meilleur contrôle possible. Fait que même si on se parle aux 2 semaines, bien, entre les rendez-vous, il peut se passer des choses. Fait que je vais vraiment essayer d'éduquer mes patientes pour qu'ils gagnent de la confiance à faire des ajustements par elles-mêmes. Parce qu'on sait que la surveillance fréquente et régulière des glycémies, ça permet d'améliorer le contrôle du diabète. Fait que, tu sais, parfois, quand on n'est pas enceinte, les doses d'insuline, ça peut rester les mêmes pendant plusieurs mois. Mais enceinte, ça va vraiment changer. Je vais vous montrer les figures. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment enseigner à mes patientes à essayer de faire des ajustements puis d'essayer d'être proactive pour que s'ils voient une tendance, qu'ils fassent les ajustements nécessaires pour augmenter les doses. Fait qu'idéalement, bon, je vais conseiller à mes patients de regarder les rapports 2 fois par semaine. J'avoue que c'est peut-être peu fait, là, mais au moins 1 fois par semaine, de regarder le rapport là, du capteur là, du système de surveillance du glucose en continu, que ce soit le Dexcom ou le Freestyle. Fait que d'aller vraiment voir là, le résumé de qu'est-ce qui s'est passé, puis d'essayer de voir rapidement, tu sais, c'est très visuel, là, tu sais, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Sur les capteurs ici, le temps dans la plage verte, pardon, on le voit, là, c'est très visuel. Fait que je vais demander à mes patientes, essaye de dire le dimanche, je vais essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine, puis de dire j'ai passé combien de temps dans ma plage chip. Puis essayer le plus possible de viser 70. Puis si c'est 62 puis c'était 57, bien déjà c'est super bon, on s'améliore. Puis d'essayer de voir aussi que le temps sous la plage cible, fait que le temps dans la plage rouge en hypoglycémie, bien qu'on essaye vraiment de diminuer les hypoglycémies, peut-être que ce chiffre-là soit en bas de 4. Je vais aussi éduquer mes patientes à essayer d'évaluer les tendances. Est-ce qu'il y a des tendances pour des hyperglycémies ou au contraire des hypoglycémies? Et l'autre chose qui est super aidant pour moi, puis si c'est aidant pour moi, c'est aidant pour tout professionnel de la santé, je vais demander à mes patientes que quelques jours au moins avant le rendez-vous, d'inscrire les doses d'insuline qu'elles se donnent soit dans l'application du Dexcom ou du Freestyle. On peut inscrire les doses, dire à cette heure-là, je me suis donné 4 unités. Fait qu'après, moi, quand je regarde les rapports, c'est vraiment aidant de savoir, ah, elle s'est donné de l'insuline à tel moment. Oh, ça a fait quoi sur la glycémie? Fait que c'est super intense. Fait que ça, je vais vraiment enseigner à mes patientes d'inscrire les doses d'insuline ou des informations pertinentes du genre ah, ben là, je suis allée courir, c'est pour ça que j'ai fait un hypo. Tu sais, je ne veux pas que ça devienne trop lourd, mais des petits détails comme ça peut vraiment m'aider à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et s'il n'y a pas de capteur, ben, bien sûr, je force personne à mettre un capteur de glycémie, mais s'il n'y a pas de capteur, ben, bien sûr, je vais demander à mes patientes de garder un carnet avec les glycémies capillaires pour que je puisse avoir le plus de données possible. Fait que ici, j'ai un exemple d'une patiente, de son rapport là, sur Clarity là, avec l'utilisation du capteur Dexcom. Donc, qu'est-ce que je regarde là, quand je me connecte au site de la patiente puis que je veux regarder les données? Bien, premièrement, comme les choses évoluent beaucoup en grossesse, je vais m'assurer d'avoir plus une plage de 7 jours. Je vais essayer de regarder plus qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine, parce que plus que la grossesse avance, plus que les choses peuvent changer rapidement au niveau des glycémies. Fait que je vais vraiment essayer de me concentrer sur une période de 7 jours. Après ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. La plage cible de grossesse qu'on vise, c'est 3,5 à 7,8. Fait que dans l'application, que ce soit dans le Freestyle ou dans le Dexcom, on va changer cette plage cible-là pour vraiment avoir la plage cible de grossesse. Ensuite, je vais regarder le temps dans la plage. Cette patiente-là avait un très bon contrôle, donc 68 dans la plage cible en vert. Et je vais aussi regarder les hypos. Donc, on vise que le temps dans la plage rouge, donc en hypoglycémie, soit en bas de 4. Fait que cette patiente-là avait un petit peu trop d'hypo, là, que j'ai dû adresser là, à ce moment-là.
L'autre chose, c'est que dans le menu de gauche, oh, excusez-moi, l'autre chose que je vais regarder aussi pour avoir une idée, c'est le taux de sucre moyen. Donc ça donne une idée de la glycémie moyenne. Ensuite, fait que ça, c'était vraiment là, un look, c'est très visuellement, on peut voir c'est quoi le pourcentage dans la place cible. Mais ensuite, moi, ce que je vais faire dans le rendez-vous de mes patientes, puis je vais regarder les données avec elles, c'est regarder les tendances. Fait que quand on regarde les tendances, l'application va nous donner tout ce qui s'est passé dans la période de temps qu'on a sélectionnée. Donc, dans ce cas-ci, là, de 7 jours. Puis, elle va mettre toutes les glycémies ensemble pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis là, rapidement, mais on peut regarder ensemble, là, c'est un peu ce que justement je vais éduquer la patiente de faire à la maison. Là, je ne m'attends pas à ce que la patiente devienne médecin et qu'elle sache tout analyser, pas du tout. Mais je pense quand même qu'il y a une certaine partie qui peut être faite pour être proactif pour l'ajustement des doses. Donc, rapidement ici, on va regarder. Ah, ben vous voyez ici, j'espère que vous voyez ma souris, mais à gauche, c'est minuit, puis à droite, c'est minuit. Fait que c'est vraiment un 24 heures complet dans la journée là, de glycémie. Puis vous voyez à gauche là, la plage cible entre 3,5 et 7,8. Fait que quand il y a du jaune, c'est que ça dépasse la plage cible. Puis s'il y avait du rouge en bas, c'est qu'il y aurait des hypoglycémies. Fait que rapidement, on peut regarder visuellement. Oh, dans après-midi, il semble avoir une augmentation. Même chose en soirée. Fait qu'est-ce que les doses d'insuline au repas sont adéquates? Est-ce que ça nécessite un ajustement? On peut regarder aussi un petit peu qu'est-ce qui se passe la nuit. Fait que rapidement, comme ça, moi, je regarde avec la patiente là, c'est quoi les tendances. En fait, c'est ça le but, de voir s'il y a des tendances qui se reproduisent. Une chose, bien sûr, quand je vais voir ce genre de choses-là, c'est d'adresser les hypoglycémies. Vous le voyez, je vous l'ai dit tantôt, les plages rouges chez les hypos, fait que clairement, cette patiente fait trop d'hypos. Je vais voir avec elle qu'est-ce qui s'est passé. Y a-t-il une explication? Clairement, il y a des doses d'insuline qui peuvent être modifiées parce que les hypoglycémies, oui, c'est sûr que c'est plus fréquent en diabète de type 1, mais des tableaux comme ça, il y en a clairement trop. Fait que c'est sûr que c'est la première chose que je vais adresser, de diminuer les hypoglycémies. Une diapositive très importante. Je pense que ça résume très bien qu'est-ce qui se passe en grossesse. C'est quoi, en fait, l'impact de la grossesse sur le diabète. Puis ça, c'est quelque chose que je vais essayer je le montre à mes patientes, cette diapositive-là, parce que c'est vraiment très visuel. Donc, dans le fond, c'est quoi le tableau? C'est qu'en bas, là, sur la ligne horizontale, vous avez le temps en semaines de la grossesse. Donc, le nombre de semaines là, de 0 à 42. On se rend pas vraiment à 42, mais mettons jusqu'à 40 semaines. Et ici, le vertical, on a les besoins d'insuline. Fait concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un graphique qui nous dit l'évolution des besoins d'insuline durant la grossesse. Donc, au début, vous voyez qu'ici, là, au début, jusqu'à peu près la 10e semaine, il y a une certaine augmentation des besoins d'insuline. C'est quoi que ça veut dire, une augmentation des besoins d'insuline? Ça veut dire qu'on a besoin de plus d'insuline pour faire le même effet. Donc, une augmentation des doses. Donc, c'est pas rare qu'au début de la grossesse, là, dans le premier trimestre, là, les patientes vont voir, voyons, mes glycémies augmentent, puis qu'il faut augmenter les doses d'insuline en conséquence. Après, vous le voyez ici, ça rediminue. Entre la 9e et la 12, 13e semaine, c'est plus une période qui est à risque d'hypoglycémie. C'est souvent une période où les patientes ont plus de maux de cœur, de vomissements, que c'est plus difficile de s'alimenter, donc plus à risque d'hypoglycémie. Donc ça, je vais vraiment le documenter quand on va s'approcher de cette période-là. C'est pour ça que je vous parlais tantôt que c'est bien important aussi d'être éduqué sur les hypoglycémies, de savoir quoi faire, puis d'essayer de les prévenir. La phase 3, la plus importante, c'est vraiment à partir de 18, 20, 20 plus 20, 22 semaines jusqu'à 34 semaines, 35 semaines de grossesse. Vous voyez la ligne très abrupte qui monte là. Ça, c'est là que la plupart des ajustements en insuline devront être faits durant la grossesse. Ça évolue rapidement. Vous voyez que la ligne est quand même abrupte. C'est pas rare qu'à cette période-là de la grossesse, c'est vraiment en fait les changements hormonaux. Le placenta fait beaucoup d'hormones qui font que l'insuline travaille moins bien. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Donc, résistance parce que l'insuline travaille moins bien, donc il faut plus d'insuline pour faire le même effet. Fait qu'il faudra vraiment augmenter les doses dans cette période-là de la grossesse. Fait que ça reste un ajustement de dose. C'est juste que comparativement à quelqu'un que parfois garde les mêmes doses pendant plusieurs mois, comme je disais tout à l'heure, ben là, c'est des changements qui doivent être faits toutes les semaines dans cette période-là. Là. Fait que c'est vraiment la deuxième moitié de la grossesse qu'on va voir là, cette augmentation très importante. Là. Puis la clé du succès, ben, c'est d'anticiper les changements puis d'être proactif pour l'ajustement des doses. C'est pour ça que, comme je vous dis, j'ai l'air tannante avec ça, mais j'insiste beaucoup pour que mes patients
mes patientes aient une idée de quoi faire puis à quoi s'attendre pour qu'ils voient quelques jours qu'il y a une tendance, ben, qu'ils soient proactifs à augmenter les doses. Puis bien sûr, ben, moi, mon but, c'est de les supporter, les aider là-dedans, puis qu'ils gagnent en confiance de faire ces ajustements-là à la maison aussi. Une petite idée, je trouve ça intéressant de présenter ça, dans le fond, pour que vous ayez une idée là, de l'évolution des besoins en insuline. On l'a vu ici que les besoins en insuline augmentaient surtout, là, excusez-moi, à la deuxième moitié de la grossesse. Mais ça va être vraiment surtout là, les bolus. Donc, l'insuline rapide qui va augmenter, qu'on va avoir plus de besoins que l'insuline basale. Donc, si on prend une patiente du début à la fin de la grossesse, la basale, donc toute l'insuline de nuit ou la basale si on a une pompe, va augmenter à peu près de 1,25 à 1,5 fois. Alors que les bolus, 3 à 4 fois. Fait que si, je vous donne un exemple pour bien l'illustrer. Une patiente qu'au début de la grossesse a Tresiba, qui était une insuline lente, 8 unités au coucher. Fait qu'elle a à peu près 40 de sa dose dans une journée avec de l'insuline lente. Elle a de l'Anmelog, une insuline rapide, 4 unités au repas. À peu près 60 de sa dose d'insuline dans une journée étant rapide. À la fin de la grossesse, la basale va avoir augmenté, mais à peu près quoi, 12 unités? C'est fictif, là. Je ne vous dis pas que c'est ça les doses exactes, mais pour avoir une idée. Fait va avoir augmenté d'à peu près 1,5 fois. Donc, ça va devenir à peu près 20 de la dose dans une journée. L'anmélogue, ben, si on augmente de 4 fois, on va être rendu à 16 unités au repas. Fait que 80 de la dose à la fin de la grossesse peut être en insuline rapide. Je l'illustre parce que c'est quand même impressionnant, dans le sens que, oui, c'est de l'ajustement d'insuline, mais où on est rendu à la fin de la grossesse, ça peut être impressionnant pour une patiente de dire, mon Dieu, mais ça me semble que j'augmente mes doses, puis ça n'arrête plus. Ben oui, les changements hormonaux font qu'on a besoin de plus d'insuline, fait que c'est normal et attendu d'augmenter ces doses-là. L'autre chose, un point clé qui va vraiment aider, puis que ça, c'est très important pour aider au contrôle des glycémies, c'est pour savoir que plus on avance dans la grossesse, plus ça prend de temps à l'insuline à faire effet. Donc, il va vraiment avoir un délai d'action. Puis, une des façons de contrer ça, ça va être de devancer l'injection d'insuline ou devancer le bolus si une patiente a une pompe. Donc, je vais vraiment, tu sais, il y a plusieurs patientes que dans la vie de tous les jours s'injectent au moment du repas, parfois même après. Mais en grossesse, ça va être vraiment important de non seulement le faire avant de manger, mais de devancer ça par rapport au repas. Fait qu'au premier trimestre, je vais recommander peut-être un 10-15 minutes avant le repas. Au deuxième trimestre, ça peut aller jusqu'à 20-30 minutes, puis parfois au troisième trimestre jusqu'à 45 minutes. On ne va pas à 45 minutes d'emblée, parce que bien sûr, on y va à coup de 5 minutes, mais ça peut aller jusque-là parce qu'il y a vraiment un délai d'action que l'insuline prend du temps à faire effet, puis ça va être surtout au déjeuner, ça va être le repas que ça va être le plus important de le faire. J'ai un exemple très concret de ça. Ici en haut, une patiente qui déjeune puis qui se donne son insuline en même temps. La glycémie monte. Elle ne se donne pas de correction, mais quelques heures après, elle fait un hypo. C'est comme si la glycémie monte parce que l'insuline, vu qu'elle a un délai d'action, n'a même pas le temps de faire effet que les glucides sont absorbés puis la glycémie monte. Puis l'insuline fait même son effet trop tard, 3 heures après, puis là, ça résulte en une hypo. Cette patiente-là, même patiente, un autre jour, donne son insuline 30 minutes avant de manger parce qu'on était au deuxième trimestre de mémoire, mange 30 minutes après, vraiment un bel effet sur sa glycémie pour la même dose d'insuline. Dans le sens que c'est juste que là, au moins en donnant d'avant, quand on mange nos glucides, l'insuline a déjà commencé à faire effet, fait que ça diminue vraiment le pic de hyperglycémie après et le risque d'hypo quelques heures plus tard. Fait que ça, c'est un concept très important que si vous avez une grossesse, que le médecin va vous parler, puis qui peut faire vraiment une bonne différence pour aider le contrôle des glycémies. Je vais peut-être passer cette partie-là là, par souci de temps. En fait, mon message était plus des fois d'éviter les surréactions autant aux hypos puis aux hyperglycémies. Des fois, quand on a un capteur, c'est très bénéfique, en fait, les capteurs, mais ça peut faire ce qu'on appelle un fameux pattern yo-yo, qu'on a une hypo, on mange des glucides, ah, ben là, ça monte, là, on se corrige, puis ça fait comme ce fameux pattern yo-yo-là. Fait que je pense que quelques éléments clés qui peuvent aider pour ça, c'est vraiment d'être patient lorsque le taux de glycémie augmente. Puis idéalement, attendre 3 heures pour donner une correction après un repas, pour ne pas donner une correction trop rapidement, puis faire ce yo-yo-là. Puis encore une fois, le même concept, de devancer le moment d'injection du bolus ou de l'injection d'insuline rapide pour laisser le temps à l'insuline de faire effet. Un mot sur les pompes.
une certaine proportion des patientes qui ont un diabète de type 1 ont une pompe. Euh, donc, que ce soit sous injection ou pompe, bien, la patiente va être suivie de la même façon. Dans les dernières années, vous avez peut-être entendu parler des modes automatiques des pompes. C'est quoi le mode automatique? C'est que la pompe communique avec le capteur, puis l'algorithme va ajuster là, un peu l'insuline là, à chaque 5 minutes pour maintenir une glycémie normale. Donc, qu'est-ce que ça dit, les pompes en général? C'est pas nécessaire d'avoir une pompe pour la grossesse, mais il y a de plus en plus de données qui ont étudié les pompes là, enceintes, puis qui montrent une amélioration du contrôle des glycémies, surtout la nuit. Ça fait du sens. On ne mange pas, fait que la pompe est capable de mieux ajuster la glycémie pour maintenir une glycémie normale. Meilleure qualité du sommeil. Les patientes me rapportent qu'ils ont beaucoup plus confiance de dormir sur les deux oreilles parce qu'il y a quelque chose qui prévient autant les hyper que les hypos. Ça peut diminuer les hypoglycémies. C'est vraiment ça que les patientes me rapportent, là, une diminution de la charge mentale puis du fardeau là, lié au diabète. Puis voilà, fait qu'il y a de plus en plus de données là, sur l'utilisation de pompes en bonne automatique en grossesse. L'accouchement, quelques mots brièvement. C'est pas moi qui va prendre la décision de l'accouchement, donc c'est pas votre médecin endocrinologue. On peut se concerter en équipe, mais ça va être vraiment le médecin qui va suivre votre grossesse, donc en obstétrique. Ça va être avec lui ou elle que vous allez discuter de tout ça. Je vous donne des notions générales. Généralement, il va y avoir un déclenchement le plus souvent. C'est rare qu'on va laisser la patiente aller jusqu'à 40 semaines. Ça va être souvent vers 38-39 semaines. Ça se peut que les patientes accouchent naturellement puis que à ce moment-là, mais s'il n'y a pas eu d'accouchement, on va généralement déclencher l'accouchement vers 38-39 semaines s'il n'y a pas de complications. Ce n'est pas nécessairement une césarienne d'emblée. Ça dépend de plein de facteurs. Donc, généralement, le déclenchement va être tenté. Mais c'est sûr que c'est dur pour moi de vous faire vraiment des lignes claires parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du contrôle des glycémies, ça dépend du poids estimé du bébé sur l'échographie, ça dépend s'il y a des complications du diabète, s'il y a des préclampsies. Donc, ça dépend de beaucoup de choses, mais ça va être vraiment une discussion que vous allez avoir avec le médecin qui suit votre grossesse. Et durant l'accouchement, deux options. La plupart du temps, ça va être une perfusion d'insuline là, intraveineuse. Donc, quand vous allez arriver à l'hôpital, ils vont vous mettre un soluté avec une perfusion d'insuline par les veines que l'infirmière va ajuster selon vos glycémies. Les patientes qui ont une pompe à insuline, surtout en mode automatique, qui souhaitent poursuivre leur pompe, peuvent le faire, du moins dans les centres, les grands centres. Puis j'encourage à le faire aussi chez les patientes qui ont des pompes. Fait que ça peut être un bon moyen de maintenir ses glycémies OK durant l'accouchement si la patiente, bien sûr, se sent confortable. Il n'y a personne qui va obliger une patiente à garder sa pompe si elle préfère déléguer puis avoir le soluté et de l'insuline par les veines. Le postpartum, je pense que qu'est-ce qui est à retenir de ça, c'est que dès que vous accouchez et que le placenta est sorti, il y a une diminution drastique des besoins d'insuline qui se fait en quelques minutes. Donc, vous voyez, tantôt, on a parlé qu'une patiente pouvait augmenter ses doses d'insuline rapide de 4 fois. Mais dès qu'on accouche, cette diminution-là rentre dans l'ordre automatiquement avec le placenta qui est sorti. Fait que c'est important de planifier ça. Fait que généralement, moi, vers la 34e semaine de grossesse, je vais m'asseoir avec une patiente pour discuter de l'accouchement, comment ça peut se passer, du contrôle des glycémies. Puis je vais faire un plan d'accouchement au niveau des doses d'insuline que je vais prévoir de diminuer de façon significative dès l'accouchement. Il faut que ça soit prévu dans le dossier pour que quand la patiente arrive à l'hôpital, elle n'ait pas souci de ça, puis que ce soit dans son dossier. Puis souvent, je remets une copie à la patiente pour qu'elle ait une idée de ses doses, ça va être quoi. Mais généralement, on va même prendre les doses que la patiente avait avant de tomber enceinte ou au début de la grossesse, puis enlever un 30 par rapport à ça. Fait que c'est vraiment là, impressionnant comment ça diminue rapidement les besoins d'insuline, puis il faut prévoir ça pour éviter le risque d'hypoglycémie. L'autre chose, c'est que je vais beaucoup éduquer mes patientes à changer un peu le mindset. De là, on ne vise plus 3,5 à 7,8. Là. On revient dans notre plage de 3,9 à 10. Puis même si les patientes ont 11-12 de glycémie après l'accouchement, je préfère ça à être à 4 puis à être serré, puis là, qu'on s'occupe de bébé puis qu'on soit stressé avec le risque d'hypoglycémie. L'autre chose, c'est que je vais recommander l'allaitement. C'est un facteur quand même qui est protecteur. Ça peut diminuer le risque de baisse de sucre chez bébé, puis ça peut diminuer le risque d'obésité là, chez le bébé qui grandit et qui devient un enfant, un adulte éventuellement. Dernière diapo avant la conclusion, parce que c'est une question que j'ai souvent. Est-ce que mon enfant va être diabétique? C'est quoi son risque d'avoir un diabète de type 1? Deux aspects là-dedans. Le premier, c'est plus durant la grossesse, selon le contrôle des glycémies. Si le contrôle des glycémies est moins bon durant la grossesse, ça peut donner un risque d'hypoglycémie à la naissance. Ça n'augmente pas le risque de bébé d'être diabétique dans la vie, mais vraiment, ça augmente son risque d'hypoglycémie à la naissance. Puis ça augmente son risque de diabète de type 2
et d'obésité à l'âge adulte. Ça, c'est vraiment le contrôle durant la grossesse. Et maintenant, si le risque de développer un diabète de type 1 dans la vie, à peu près 5% si la mère est un diabète de type 1, puis jusqu'à 25% si les deux parents sont diabétiques de type 1, mais ce qui est assez rare quand même. Fait que je dis environ à mes patients, mes patientes 5% lorsque vous avez un diabète de type 1 que votre enfant le soit. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire de mon côté. Bref, importance de planifier, d'avoir un bon contrôle des glycémies avant la grossesse, d'en parler à votre médecin. Bien sûr, il y a un contrôle plus strict qui est requis en grossesse. C'est des ajustements d'insuline, puis votre équipe va être là pour vous supporter dans ces changements-là. Mais d'être proactive, surtout pour les changements d'insuline rapides, puis de devancer le bolus là, avant le repas peut vraiment être deux facteurs qui aident beaucoup. Puis, comme on vient de le dire, une diminution drastique des besoins d'insuline après l'accouchement qu'il faut planifier. J'espère que ça répond un petit peu à vos attentes. Je vais être disponible pour prendre les questions, les commentaires là, sur la présentation. Merci beaucoup, docteur Lemieux. C'était vraiment complet. Je pense que ça a apporté, ça couvrait vraiment tous les aspects, planification durant la grossesse. Bref, merci pour tout ça. J'ai quelques questions déjà, alors je vais y aller. J'imagine qu'il y a des choses qui ont déjà, j'ai vu passer quelques questions. Je pense que les réponses ont déjà été un peu abordées, mais je vais quand même y aller dans l'ordre. La première question que j'ai, c'est à combien de semaines de grossesse est-ce qu'on devrait débuter le suivi en clinique gare? Très bonne question. Généralement, parce que c'est des patientes qui sont connues, généralement parce qu'ils ben, ils sont diabétiques de type 1, fait que sont déjà connues d'un endocrinologue ou autre, médecin qui suit leur grossesse. Fait que normalement, moi, j'encourage mes patientes à me communiquer lorsqu'elles savent qu'elles sont enceintes. On prévoit souvent les rendez-vous, là, tu sais, parce qu'on l'a vu dans le tableau, entre 6 et 10 semaines, déjà là, ça peut augmenter. Fait que souvent, je vois mes patientes assez tôt, là, 7-8 semaines. Dès qu'elles savent, là, je les transfère à la clinique de grossesse. Pour le rendez-vous avec l'obstétrique, c'est peut-être variable d'un centre à l'autre. À Québec, le médecin en obstétrique voit les patientes autour de 10 semaines. Personnellement, ici, c'est moi qui m'occupe de faire la référence là, pour l'obstétrique. Je ne sais pas si ça marche comment dans tous les milieux, mais généralement, moi, je vois les patientes avant pour le suivi du diabète, puis l'obstétrique plus vers 10 11 semaines. Parfait, merci pour ça. Fait que, en gros, dès qu'on sait qu'on est Ben, enceinte, je recommande aux patientes de m'aviser pour que je sois au courant puis pour que je puisse faire le suivi adéquat. parfait. Une deuxième question sur le fait d'avoir des glycémies débalancées en début de grossesse, par exemple liées à la prise d'hormones. Est-ce que ça peut favoriser les fausses couches? Alors, je pense vous avez abordé déjà un peu les risques là, mais Oui, c'est ça. Puis c'est un continuum, hein, tu sais, dans le sens que tu sais, l'hémoglobine glyquée, c'est les 3 derniers mois. Le temps dans la cible, on peut voir beaucoup plus récemment. C'est sûr que quand les glycémies sont élevées, les risques sont plus grands, mais en même temps, c'est pas 7,2 d'hémoglobine glyquée égale complication. Tu sais, j'en ai qui tombent enceintes avec une hémoglobine glyquée à 8-9 puis le but, c'est d'améliorer le contrôle le plus rapidement possible. Donc, est-ce que c'est l'idéal? Non, mais en même temps, on va faire le suivi pour améliorer le contrôle puis diminuer les risques, là. parfait. Merci encore pour cette réponse. J'ai une question un petit peu plus personnelle de quelqu'un qui a déjà un garçon de 14 mois et qui essaye d'avoir un deuxième enfant et qui dit qu'à sa première grossesse, elle a eu des hypoglycémies nocturnes beaucoup, toutes les nuits, puis que c'était vraiment comme énergivore. Elle a tenté plusieurs stratégies, mais n'a pas vraiment réussi à se débarrasser de ce problème-là. Alors, je ne sais pas si c'était la deuxième partie là, de la grossesse, le moment où il y a un peu moins besoin d'insuline, disons. Mais elle demandait, est-ce que vous avez des conseils pour éviter que ça se reproduise en fait pour cette future grossesse? C'est une bonne question. C'est sûr que je ne sais pas tous les détails, mais à quel moment de la grossesse que c'était et tout. Tu sais, si c'est plus dans la première moitié qu'il y a un peu plus un risque d'hypoglycémie, ben, c'est d'être vraiment proactif pour diminuer les doses en conséquence, surtout d'insuline basale, c'est la nuit. Là, je ne sais pas si la patiente est sous injection ou sous pompe, là, fait que c'est très, ça dépend beaucoup là, de l'injection, de ce qui est fait, mais tu sais, fait que j'ai de la misère à répondre parce que j'ai pas tous les éléments peut-être, là, mais c'est sûr que je pense qu'un suivi serré, là, ça peut aider. Puis, tu sais, les hypoglycémies, ça peut arriver, mais généralement, on réussit à trouver un moyen de les réduire, là. Puis, je dis pas qu'on va réussir toujours à les éliminer, mais du moins les réduire le plus possible, là. Fait que je m'excuse de la réponse un peu incomplète, mais je pense que ça dépend beaucoup d'éléments, là, dans le cas particulier. Ouais, ouais, c'est sûr qu'on n'a pas, c'est un peu difficile de faire des réponses spécifiques là, mais peut-être d'en parler avec l'endocrinologue, c'est peut-être. Exact, exact. Ok, merci pour ça. Je vais y aller un peu vite puisque j'en ai pas mal encore et je vois l'heure tourner. Alors, pourquoi est-ce que
la limite d'hypoglycémie est plus basse en situation de grossesse Bonne qu'habituellement. question. Pourquoi c'est le 3,5 et non le 3,9? Ben, de façon normale, les glycémies diminuent un petit peu durant la grossesse, fait qu'on tolère un petit peu plus bas. J'ai des patients qui ne sont pas à l'aise de mettre le chiffre sur leur capteur à 3,5, puis je respecte ça, on met le 3,9. Mais des fois, c'est juste que, tu sais, si la glycémie est à 3,7, puis il n'y a aucun symptôme, ben, on peut se permettre, tu sais, si on est dû pour un repas dans 15 minutes, on peut se permettre peut-être de ne pas traiter, puis de manger par la suite, puis de ne pas nécessairement de prendre un 15 grammes de glucides. Mais c'est vraiment le temps qui était étudié et recommandé parce qu'on veut un meilleur contrôle puis on tolère des glycémies un petit peu plus basses. Mais bien sûr, s'il y a des symptômes, bien, on va encourager le traitement de l'hypo, là, c'est sûr. Parfait, merci. Une question qui touche plus au système automatisé d'administration d'insuline, donc au pancréas artificiel. Là, c'était par rapport au Guardian, donc avec la pompe Medtronic. Oui. Est-ce que donc ça peut aider? Bon, ça, je pense que vous avez déjà répondu à ça un peu tantôt, mais est-ce que en fait finalement les faits que les besoins en insuline soient vraiment variables, c'est un enjeu avec ces Oui, systèmes-là? c'est une bonne question. Actuellement, on a deux pompes en mode automatique qui sont disponibles. C'est la Medtronic, là, la 780 et le Tandem Control IQ. Donc, c'est sûr que le Medtronic, malheureusement, il y a un petit peu moins de choses qu'on peut changer, là, à part les ratios de glucides. Fait que, tu sais, des fois, on arrive, durant cette période-là, c'est parfois un petit peu plus dur de maintenir le contrôle, là, requis. Il y a certaines patientes que j'ai dû temporairement remettre en mode manuel avec cette pompe-là en particulier, mais je vous dirais que c'est vraiment du cas par cas. Mais on essaye d'optimiser le plus possible, mais c'est sûr que comme c'est un moment que ça change rapidement, parfois c'est un petit peu plus difficile, là. Ok, merci encore. Est-ce que 3 mois de planification, c'est suffisant ou faut prévoir plus? Très bonne question. Ça dépend beaucoup du contrôle, ça dépend beaucoup s'il y a des complications. C'est dans le sens que ça peut être quelques semaines de planification. J'ai vu une patiente ce matin qui a un très bon contrôle, qui me dit qu'elle voulait tomber enceinte, elle voulait de l'information. Elle a déjà un très bon contrôle glycémique, elle a l'hémoglobine liquide adéquate, elle n'a pas de complications. Fait que dans le sens que j'ai plus expliqué que j'ai donné de l'information, mais que si elle pourra tomber enceinte quand elle veut. Fait que alors que si une patiente a un moins bon contrôle, ben là, on va faire un suivi plus rapproché pour améliorer le contrôle. Fait que ça dépend beaucoup du contrôle des glycémies. Parfait, merci. Je vais prendre peut-être une ou deux dernières questions parce qu'on a déjà dépassé l'heure et on va enchaîner avec la présentation en anglais. Est-ce qu'on peut demander par choix personnel d'avoir une césarienne plutôt qu'un accouchement naturel? C'est une bonne question. En général, chez quelqu'un qui a eu une césarienne, on peut toujours avoir une césarienne pour un deuxième accouchement. Pour un premier bébé, généralement, il n'y a pas de césarienne d'emblée, mais je vous dirais qu'en diabète de type 1, parfois, ils vont le proposer d'emblée lorsque le bébé a un trop gros poids estimé. Mais si bébé a un poids normal, ça serait à discuter avec l'obstétricien, mais normalement, on ne peut pas avoir une césarienne d'emblée s'il n'y a pas d'autres indications. Mais ça serait certainement à discuter avec votre médecin qui suit votre grossesse. Merci, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Je sais qu'il reste quelques questions. J'avais des gens qui demandaient des références, etc. Peut-être contacter Diabète Québec. Je sais qu'ils ont une ligne info diabète. Alors peut-être eux vont pouvoir redonner des références plus précises là-dessus. Donc, merci à tous et à toutes, en fait, surtout à toutes, d'avoir été présentes avec nous aujourd'hui. Merci, docteur Lemieux, pour cette présentation vraiment intéressante. Je rappelle que cette présentation va être disponible en rediffusion, en théorie, d'ici la fin de la journée sur notre site Internet. Donc, n'hésitez pas à y aller pour la revoir, surtout si vous cherchez, vous voulez récupérer certaines slides ou en tout cas des informations plus spécifiques. Je note également, je voulais vous informer que nous avons une plateforme de formation en ligne qui s'appelle la plateforme Support. Elle est accessible à tous les adultes vivant avec le diabète de type 1. Je pense à des choses qui ont été abordées aujourd'hui comme la gestion des cétones ou l'ajustement des doses d'insuline. N'hésitez pas à aller créer votre compte. L'adresse c'est type1support.ca. N'hésitez pas à aller créer votre compte et à aller découvrir l'information qui s'y trouve. Donc voilà, merci encore, docteur Lemieux, et bonne journée à toutes. Ça me fait super plaisir. Bonne journée à tous.